parce que c'est vrai que... Ouais. Non, quand elle lui écrit, elle n'est pas très claire. Elle est plus claire quand elle écrit son journal, en fait. Hein. Bon, écoute, maman, je te lis le début... Oui, je te lis le début de Anita Bruckner, ça s'appelle, tu as dû le lire, mais enfin, tu as dû tout oublier comme moi. Ce livre de Anita Bruckner s'appelle Loin de soi. Attends, Loin de soi, faut que je regarde si c'est bien celui-là que je voulais lire. On s'ennuie, quoi. Non, bon, bah si tu veux, voilà, c'est... Elle s'ennuie. Elle craque par faiblesse. Elle craque par faiblesse. Par faiblesse, en fait. 1. Sturgis avait toujours su que c'était son destin de mourir au milieu d'étrangers. Son enfance, dont il gardait de si tristes souvenirs, avait été assombrie par des peurs que la maturité n'avait en rien atténué. Maintenant, dans sa vieillesse, il lui fallait anticiper, aussi élégamment que possible, afin de ménager ces étrangers dont il croisait le visage aimable chaque matin au supermarché ou dans l'autobus, et que déjà il était désireux de ne pas choquer. Il vivait seul dans un appartement qui avait jadis représenté le sommet de ce à quoi il pouvait prétendre, mais qui aujourd'hui le déprimait au-delà de toute expression. D'où le besoin de sortir dans la rue, parmi ces étrangers, qui étaient d'une certaine façon ses familiers, mais jamais, au grand jamais, ses intimes. Avec eux, il échangeait d'aimables banalités, mais avait appris à ses dépens à ne pas franchir certaines limites. Le temps était un sujet sans risque. Il écoutait soigneusement les prévisions météorologiques afin de se préparer le cas échéant à des civilités variées, tout en étant conscient de l'angoisse que révélait cette préparation et du fait que son zèle jouait contre lui, suscitant de l'irritation, voire de la suspicion. Mais le code des bonnes manières en vigueur dans sa jeunesse était devenu désuet. La politesse était mal comprise de nos jours. Quant à l'indifférence, il n'avait jamais appris à s'en accommoder. Il y réagissait toujours par un surcroît de galanterie, de courtoisie, qui conjurait l'offense. Et c'était sur ces gens-là qu'il comptait pour l'accompagner lorsqu'il passerait de vie à trépas. L'exaspération le sauverait peut-être, à ceci près qu'elle aussi devait être discrètement dissimulée, autorisée seulement en privé. D'où la difficulté de critiquer ceux à qui reviendrait la tâche de disposer de lui. Il avait lu quelque part que Stendhal, son auteur favori à une époque, s'était écroulé dans la rue et avait été transporté chez un cousin où il était mort. C'était ainsi qu'il fallait partir, le parent étant mis à contribution bon gré mal gré. Et l'important, ce n'était pas que le parent soit tenu en grande estime ou autre, mais qu'il habite à 2 minutes du lieu de l'accident. À cet égard, la chance avait joué en faveur du grand écrivain, qui ne s'était assurément jamais considéré comme malade et qui avait, de fait, survécu à la retraite de Russie. Il était donc essentiel, non seulement d'avoir un parent, mais un qui habite à proximité. En guise de parent, Sturgis n'avait qu'une cousine par alliance, et non un homme fiable. Et elle habitait le nord de Londres, alors que lui vivait à South Kensington. Ils n'auraient pas pu être plus éloignés l'un de l'autre. Il avait même envisagé de déménager, surtout les jours où les sourires s'effaçaient des visages après ces civilités trop appuyées. Le nord de Londres, où se faisait sentir l'influence juive, serait assurément plus convivial. Sa cousine avait à plusieurs reprises souligné la considération que lui témoignaient ses voisins, l'obligeance de ses relations et le respect dont elle semblait entourée. Loin de susciter sa reconnaissance, ses attentions
l'avait plutôt rendue hautaine, comme si c'était elle qui accordait une faveur aux autres. Quelle confiance en elle, se disait-il admiratif. Les visites qu'il lui rendait avaient pour lui valeur de distraction. Sa présence, lors de ces occasions cérémonieuses, semblait acceptable à sa cousine, bien qu'il se doutât qu'elle ne l'aimait guère, le trouvant trop timoré, trop porté à la flatterie. À sa décharge, il se disait qu'elle se sentait peut-être seule, que son prestige local était peut-être une fiction derrière laquelle elle s'abritait, et qu'elle voyait en lui un béni oui-oui, commode, à qui il incombait de souscrire à ce mythe. L'exaspération était présente aussi lors de ses visites, mais il veillait à la contrôler jusqu'à ce qu'il soit sur le chemin du retour. Les visages indifférents des autres passagers du bus le consolaient, car ils étaient familiers en un sens. Son sort se trouvait inéluctablement au milieu d'eux, bien qu'il tremblât à cette perspective, ayant perdu depuis longtemps l'habitude de faire confiance, qui de toute façon avait été fugitive. Enlevez juste ce qui suit, pas de recoupement avec avant. Officiel, la confiance signifiait aussi la foi, mais elle, il ne l'avait jamais eue. Tout au long des années dociles de l'enfance, il avait constaté à part lui que Dieu était injuste, ou même pire, indifférent. À l'annonce « Je suis ce que je suis » s'associait l'addendum implicite « Débrouillez-vous avec ». Lorsqu'il se vantait à Job de son omnipotence, de sa supériorité, face à la vie paisible et sans péché de celui-ci, il n'offrait aucune... Pardon, je reprends. Lorsqu'il se vantait à Job de son omnipotence, de sa supériorité face à la vie paisible et sans péché de celui-ci, il n'offrait de justification d'aucune sorte, se bornant à un simple bilan. Job avait accepté, peut-être parce qu'il est préférable d'être dedans que dehors, et s'était accommodé de l'idée d'injustice, de disproportion. Et en récompense de sa docilité, sa fortune lui avait été restituée, comme s'il avait accepté que le passé soit oublié. Lui, Sturgis, n'aurait peut-être été tenté d'en faire autant s'il y avait eu un signe quelconque. L'absence de toute manifestation lui avait apporté un certain réconfort, une certaine angoisse aussi. N'était-il donc pas digne? Ce sentiment-là avait persisté, héritage effectif de ses tentatives, pour donner à son existence une dimension spirituelle. Ainsi était-il vraiment en état de déréliction. Ce dimanche, comme tous les dimanches, était beaucoup trop long. C'était la perspective de l'interminable déclin de l'après-midi qui l'avait poussé à téléphoner à Héléna, sa parente, veuve d'un cousin, avec lequel il avait entretenu des rapports affectueux. Il avait eu de la peine pour elle, sachant à quel point il est difficile de vivre seul, et pensant que les femmes ressentent la solitude avec plus d'intensité que les hommes. Il lui aurait témoigné son affection habituelle et habituellement repoussée, si elle ne lui avait clairement signifié que son rôle devait être subalterne, celui d'un bénéficiaire plutôt qu'un égal. Aussi se résignait-il d'ordinaire à évaluer froidement la folie de sa cousine, et la sienne propre, et à l'écouter lui parler de ses nombreux amis, au nombre desquels figurait celui qu'elle appelait « mon professeur de service », et dont la fonction dans sa vie était floue. Il y avait aussi ses partenaires du club de bridge, les filles, et les voisins qui l'invitaient à dîner. Ils sont tellement aux petits soins pour moi que je n'aime pas leur faire faux bon. Il n'avait pas besoin de répondre à tout cela, et n'en avait guère la possibilité. Sans doute éprouvait-elle quelque réconfort à cette énumération. Quant à lui, cela le rassérénait en un sens de passer un moment dans le confortable appartement de sa cousine, de se faire servir une tasse de thé plutôt que de s'en faire une lui-même, et même de remarquer
que ce rituel ne variait jamais. Pourtant, il voyait bien, à ses mains agitées, qu'elle était aussi mal à l'aise que lui lors de ses dimanches, et à n'en pas douter les autres jours aussi, et que ses visites remplissaient une fonction. C'était, il le supposait, la raison pour laquelle elles se poursuivaient et qu'il les considérait l'un et l'autre comme inévitables. Du moins respectait-il d'anciens arrangements contractuels. Et puis, il percevait l'innocence cachée derrière pareil égocentrisme, celle-là même qui colorait fatalement son propre tempérament, sa soif de réciprocité. Il le percevait dans la façon dont Héléna se vantait de son propre charme, encore plus dans son refus absolu d'accorder la moindre importance à sa vie à lui, à ses habitudes. Sa cousine ne le voyait que tel qu'il était dans son appartement à elle. Elle ne connaissait rien d'autre de lui. En dehors de ses apparitions, il était censé se volatiliser. Il savait que toute tentative pour aborder des sujets d'intérêt général serait écartée. Même sa santé à lui était un sujet tabou, car celle d'Héléna avait naturellement la préséance. Il sentait bien que ses paroles de bienvenue, si sincères qu'elles fussent, masquaient le désir de le voir partir vite. Il savait aussi que lorsqu'il serait sur le pas de la porte, prêt à s'en aller, l'écharpe enroulée autour du cou, elle lui adresserait son large sourire, lui serrerait fermement la main et l'embrasserait en lui disant de donner de ses nouvelles sans faute. Pourtant, une fois la porte refermée, il entendait les clés tourner dans la serrure et sentait qu'elle lui savait gré de son départ. Mais chacun était le seul parent de l'autre, et dans leur conscience à chacun subsistait le souvenir d'une fête de famille ou d'une célébration quelconque, passée depuis longtemps. Maintenant il se voyait sur le mode de la tolérance. Il n'y aurait ni fils ni fille autour de leur lit de mort, sujet soigneusement évité et vaillamment dissimulé. Et puis, ils avaient le même âge à quelques mois près, et ils ne renonceraient pas à se voir, même s'ils avaient de plus en plus nettement conscience qu'entre eux la tendresse manquait, même l'amitié. Cette relation était d'ordre organique, un attachement entre des rescapés qui avaient un ou deux souvenirs en commun. En pareille situation, l'affectif ou même un sentiment quelconque était secondaire. Si l'un des deux avait un jour l'imprudence d'exprimer du chagrin ou de la nostalgie, ce serait un manquement important aux convenances qu'ils observaient. Aussi, le mensonge poli subsistait-il plus de son côté à lui que de celui d'Héléna, car il l'importunait rarement avec une seule de ses pensées, sachant que ses préoccupations à elle, empliraient tout le temps dont il disposait, et que chacun jugerait la visite réussie si aucune protestation n'était émise. Il y avait un mélange de regret et de soulagement dans leurs adieux. Ils savaient l'un et l'autre qu'ils ne verraient peut-être personne avant le lendemain, au terme d'une nuit solitaire, à laquelle l'angoisse avait facilement accès. Il existait entre eux un pacte d'égard mutuel, même si la correction n'était plus guère une qualité appréciée aujourd'hui. Il imaginait le sourire s'effaçant des lèvres de Héléna dès qu'il quittait son immeuble bourgeois, cependant même qu'il s'effaçait des siennes. Dans la rue, il faisait un effort conscient toujours pour se redresser, afin de paraître confiant et résolu au cas où on le regarderait. Mais c'était le soir, l'hiver, il faisait noir, et il n'y avait personne alentour. Économe, il repoussait l'idée de prendre un taxi. Jamais il n'avait beaucoup aimé conduire. De plus, l'autobus était plus convivial, plus démocratique. Il aimait partager certaines expériences, mais pas toutes. Et puis, les paysages urbains l'avaient toujours ravi. Il avait passé toutes ses vacances dans des villes.
se contentant d'aperçus de la vie domestique des autres. Un enfant sur une planche à roulettes, un vieux couple bras dessus bras dessous, une mère et sa fille en grande conversation lui fournissaient matière à réflexion, bien que celle-ci fût parfois peu agréable. Il trouvait ces scènes plus pittoresques pourtant lorsqu'il les observait en Italie ou en France. Mais même en Angleterre, il y avait d'innombrables fenêtres éclairées, qu'il se gardait d'examiner, bien qu'il ne pût s'empêcher parfois d'y jeter un bref coup d'œil. Ses habitudes étaient irréductiblement solitaires, ce qui ne pouvait pas plus se cacher à lui-même qu'aux autres. Seule Helena paraissait ne pas le trouver hors du commun. Une voiture qui passait dans la rue déserte sembla exhaler une mélancolie qu'il prit soin de ne pas analyser. Ses sentiments, il en était bien conscient, n'étaient pas ceux que devait éprouver un adulte, un homme âgé en fait. Les hommes âgés pensaient encore à l'amour, voire à la passion, mais lui, il avait aimé trop imprudemment dans sa jeunesse, et l'expérience l'avait laissé découragé. Aujourd'hui, il ne regardait plus les femmes de la même façon. Il offrait son appréciation non à celles qui étaient encore attirantes, mais à celles qui avaient perdu leur beauté, leur assurance et leur fierté. Son sourire était invariablement accueilli par un air de mépris. Il avait appris que les femmes laides prennent mal la compassion. Avec Helena au moins, il n'y avait aucun risque de contresens. Ils étaient résignés l'un à l'autre, et même s'ils déploraient leur association à de nombreux égards, ils réussissaient à maintenir une cordialité qui aurait pu tromper un étranger et lui donner l'impression qu'elle venait du cœur, alors que chacun savait en son fort intérieur qu'elle n'avait rien d'authentique. Et de fait, en attendant son autobus, comme tous ces dimanches où il venait, il sentit ses bonnes intentions fondre, remplacées par une résignation amère. Il se hâta d'attribuer ceci à la mélancolie de ce dimanche soir-là, la rue obscure, les arbres immobiles et sans vie, la douceur d'un temps qui n'était pas de saison. Et il s'efforçait, comme à l'accoutumée, d'anticiper avec conscience le lendemain, où il reprendrait ses activités, le sourire à nouveau bien en place. Ce qu'il admirait chez Helena et aurait souhaité imiter, c'était sa vigoureuse assertion de sa propre valeur ou de celle qu'elle s'attribuait. Ses réflexions à lui allaient en sens inverse. Il avait conscience que malgré le passage du temps, ses défauts étaient tous intacts, comme si l'esprit primitif persistait au cours de ce qui survenait par la suite, et s'épanouissait pleinement dans ce qui devait être la portion la plus tardive de sa vie. « Nous ne passons ici-bas qu'une fois, » répétait-elle, avec un beau sourire, en relatant une petite action bienveillante de sa part, et il se faisait un devoir de répondre par un sourire d'égale connivence. Ma maison est Et il se faisait un devoir de répondre par un sourire d'égale connivence. Ma maison est ouverte à tous, disait-elle toujours lorsqu'il la complimentait sur son hospitalité. Et j'aime faire bonne impression, répondait-elle lorsqu'il lui disait qu'elle avait bonne mine. Elle présentait plutôt bien dans l'ensemble, si l'on ignorait les chevilles qui s'épaississaient et les cheveux qui se clairsemaient. Pendant l'après-midi, sa paupière gauche se mettait à frémir, signe de lassitude ou de fatigue, mais la chevelure était dorée, et l'écharpe habilement nouée autour de son cou de belle qualité. Il admirait aussi l'impeccable décorum qu'elle observait, et dont il était lui-même un inconditionnel. Il y avait non seulement de minuscules sandwichs, mais aussi des serviettes délicates pour se tamponner les coins de la bouche, et il le devinait, abondance de serviettes épaisses dans la salle de bain, où il n'était jamais allé. Et par le ton, elle donnait tant de poids et de substance à sa conversation souvent banale, qu'il était presque tenté de prendre pour argent comptant l'image qu'elle se donnait d'elle-même, à mi-chemin entre piliers de la communauté et grande dame. C'était, à n'en pas douter, la façon dont l'apercevaient ses voisins. Leurs entrevues
Leurs entrevues régulières étaient un simulacre, ou plutôt une comédie, mais dépourvue d'ironie, donc honorable. La réalité était très différente. La réalité... Tu m'entends toujours? Tu m'entends toujours? Oui, j'entends. Voilà. La réalité était solitude, conscience d'être laissée pour compte et abandonnée. Pour elle, il s'agissait d'une popularité très revendiquée qu'elle avait décidé de rendre crédible, mais qu'il soupçonnait être largement fictive. Helena avait cependant fini par faire naître dans son entourage le sentiment teinté de culpabilité qu'elle méritait des égards, une invitation à dîner, un coup de téléphone le soir, à tout le moins des questions sur sa santé. Pour lui, la réalité, c'était l'absence. Des collègues avec lesquels il avait été en bons termes pendant de longues années, des amis qui avaient déménagé en prenant leur retraite et qu'il ne voyait plus. La réalité, c'était d'abord son petit appartement, qui n'avait jamais mérité le nom de chez soi. Un endroit parfait pour y rentrer après une journée de travail, mais qui, maintenant qu'il l'occupait à longueur de temps, le déprimait en permanence. Agréablement situé, il donnait sur une vaste rue résidentielle et majestueuse, bordée de belles maisons. Bien que l'adresse fût enviable, il n'avait jamais pu se débarrasser de l'impression d'être en exil, lui qui était né dans un foyer modeste de Camberwell. Un foyer qui pourtant n'était pas heureux, loin de là. Ses parents y étaient murés dans un antagonisme mutuel, et ils ne pouvaient trouver de répit à leur mésentente que dans le sommeil ou dans des rêveries sur la vie qu'il mènerait lorsqu'il aurait l'âge de prendre sa liberté, ou même l'âge de partir de chez lui, car curieusement, cette maison était restée un chez lui. Aujourd'hui, aucun de ses rêves ne s'était réalisé. Il était seul, et il avait les moyens, tout en se désolant secrètement de son incapacité, Et il avait les moyens, tout en se désolant secrètement de son incapacité à prendre ses moyens pour acquis. Je reprends. Il était seul, et il avait les moyens, tout en se désolant secrètement de son incapacité à prendre ses moyens pour acquis. Et il éprouvait chaque jour un malaise tant qu'il n'était pas sorti dans la rue en quête de quelqu'un à qui sourire. Il devait admettre que l'appartement faisait partie de ses ambitions de jeunesse, de son innocent-snobisme. Crescent Mansions. L'adresse avait une certaine allure, évoquant un personnage de Galsworthy ou de Conan Doyle. Mais là encore, la réalité était différente. La réalité, c'était d'abord sa petite chambre silencieuse à l'arrière, où nulle femme n'était venue depuis si longtemps qu'il ne se rappelait plus la dernière fois. La chambre était le noyau de son mécontentement, la pièce qui, à ses yeux, trahissait le plus sa condition. Il y régnait un calme que toute personne rationnelle envierait, mais elle lui donnait une impression d'impuissance. S'il appelait au secours, mais jamais il ne ferait une chose pareille, personne ne l'entendrait. S'il tombait malade, il n'y aurait personne à portée de main, malgré l'existence de voisins qu'il saluait et à qui naturellement il souriait. Mais pour la plupart, ses voisins étaient jeunes et ils partaient travailler chaque jour. Quand ils rentraient, ils avaient d'autres activités, d'autres amis avec lesquels partager leurs pensées. Leur sommeil était assurément paisible, alors que le sien était suspendu au bord du cauchemar. Et le dimanche, le silence était particulièrement oppressant. Ce dimanche-ci ne faisait pas exception. Une pluie fine s'était mise à tomber, et pendant un moment, il se tint à la fenêtre, regardant le trottoir. Le moment venu, il se ferait des œufs brouillés. Puis viendrait une heure bienheureuse avec un livre, Gatsby le Magnifique, qu'il relisait avec plaisir pour la 2e ou 3e fois, puis son lit. Et, tant bien que mal,
il se ressaisirait et rassemblerait ses ressources pour la semaine à venir. 2. Sans doute existait-il d'autres hommes tels que lui, qui menaient discrètement des existences sans histoire, jusqu'à un âge où plus rien n'était possible. Sans doute n'y avait-il que peu de choix à faire à cet âge, où la chasteté, si elle n'était plus un fardeau, restait source de regrets. « Tu es trop gentil !» lui avait lancé à la figure avec fureur son second grand amour, qui avait trouvé assommante son assiduité fidèle. Il en avait éprouvé une stupéfaction qui avait persisté longtemps après la fin de leur liaison. Il pensait que sa bonhomie ne pouvait froisser personne, mais il semblait qu'être gentil fût un état honteux et ennuyeux, et que les femmes fussent plus disposées à succomber à un traitement humiliant, à une attraction brute ou au minimum à une provocation quelconque. Or son but avait toujours été de nature domestique, malgré, ou plus probablement à cause, du manque de tendresse familiale auquel il ne s'était jamais habitué. Amour et travail. À cette recette de la satisfaction selon Freud, il souscrivait pleinement. Il aurait fait un mari aussi fidèle qu'il était un employé fidèle. Aujourd'hui encore, il trouvait difficile de résister à la séduction des arrangements des autres. Les fenêtres illuminées qui le tentaient semblaient inviter non seulement la spéculation toujours présente, mais le désir de participer. Par son sourire permanent, il s'efforçait de masquer la détresse qu'il éprouvait à se voir privé de tant de choses. « Si tu es si gentil, c'est parce que tu refoules beaucoup de colère », lui avait dit la même femme, ce à quoi il n'avait rien répondu, mais pour la première fois de sa vie peut-être, il avait éprouvé cette colère dont il était accusé. Il ne pouvait rien dire, ni rien faire, sa gentillesse était aussi indélébile qu'une marque de naissance, pourtant elle n'était pas concertée, et il était plutôt chagriné par cette qualité qui l'avait si peu servi. Après cela, il avait renoncé à l'idée du mariage, le seul état qu'il pût envisager, apparemment disqualifié par cette caractéristique invalidante qui lui était invisible, alors qu'elle crevait les yeux des autres, ceux des femmes en particulier. Il avait rempli sa vie avec son travail à la banque, où personne ne semblait le trouver anormal, et où sa fiabilité discrète était au contraire un avantage. Ses collègues, dont beaucoup étaient très sympathiques, avaient rempli ses journées, rendant son retour chez lui chaque soir moins pénible qu'il ne devait le devenir lors de ses loisirs non désirés. Il ne regrettait même pas son ambition de jeunesse, étudier la peinture, bien que la proximité de la Camberwell Art School fût une tentation dangereuse. Il avait été dissuadé d'y céder par son père, qui l'avait fait entrer à la banque locale. Il avait vu cela comme un prolongement de sa scolarité sans gloire, sans se douter qu'il avait le choix. Il avait fini par être promu dans une agence plus importante, à Victoria Street, où il avait passé le reste de sa carrière, et s'était installé dans une sorte d'acceptation qui laissait intacte son insatisfaction intime. Il avait gravi modestement les échelons jusqu'à une situation qui lui assurait un revenu confortable, avait fait des placements judicieux et, longtemps après la mort de ses parents, s'était acheté son appartement et préparé à vivre ce qu'il considérait comme une vraie vie. À l'occasion, en achetant des tasses et des soucoupes, une table de nuit ou un fauteuil confortable, il trouvait bizarre de n'avoir personne avec qui partager ses activités, mais attendait le jour où il ne serait plus seul. Il avait eu des aventures, car son air d'oiseau de proie promettait à chaque fois une issue favorable, et il tombait amoureux régulièrement, sans jamais y investir tout son cœur cependant, car il espérait une relation plus extrême, plus apte à provoquer des métamorphoses que des soirées au théâtre, des dîners au restaurant et des visites à son appartement, guère améliorées par une compagnie occasionnelle, jusqu'au jour, ou plus exactement au soir, où on lui avait asséné son défaut, assassinat psychologique qui semblait lui promettre une vie de solitude. La femme qui avait rendu ce verdict était
était devenue de plus en plus furieuse, bien qu'il fût l'accusée, et avait finalement claqué la porte, comme si c'était elle l'offensée. Lentement, il avait remis la pièce en ordre, puis, une fois sa tâche accomplie, s'était résigné au jour suivant. Mais il avait changé d'avis, était sorti dans les rues désertes et avait marché, heureux qu'il fasse nuit, sentant sa stupéfaction se transformer en honte, soulagé de n'avoir aucun témoin. Après ce reproche spectaculaire et semblait-il distinctif, il eut le sentiment de n'avoir que deux options. La première était de cultiver la vie de l'esprit. Il avait toujours été grand lecteur et trouvé du réconfort dans les livres. Il s'inscrivit à la London Library, visita musées et galeries, suivit des conférences à la Royal Geographical Society, où il retrouvait d'autres habitués à qui il adressait d'aimables sourires, veillant bien à ne pas avoir l'air de vouloir entrer en relation. Cette activité elle-même était circonscrite. Son défaut, il en avait pris conscience, n'était pas seulement d'être trop gentil, mais de se tromper de désir. Il apportait avec lui un empressement qui faisait reculer les autres. Aussi orientait-il son attention vers des idées et des opinions qui, si elles étaient partagées, pouvaient néanmoins être appréciées individuellement, ce qui le laissait malgré tout insatisfait. L'art, se disait-il, l'avait trahi. Pour les tableaux célèbres, il n'éprouvait que du respect. Si les espaces des musées l'attiraient, lui semblaient même accueillants, il s'y retrouvait seul au bout du compte. Les sujets religieux en particulier lui donnaient un sentiment de désolation, tandis que les sujets mythologiques engendraient chez lui de l'insatisfaction. Seul le regard sagace d'un portrait provoquait chez lui une certaine résonance. Seule la vue d'autres visiteurs méditatifs, murés dans un silence analogue, le réconfortait. Il était choqué lorsqu'un couple de touristes plantés devant un tableau le commentait à voix haute avec admiration, comme si un vœu de silence devait être universellement respecté. Ces visites revêtaient l'aspect d'un devoir, d'une obligation, même s'il avait conscience qu'il restait au bout du compte un peu de reconnaissance, des références aussi. Il persévéra et finit par apprécier l'exercice par lui-même, ce qui, au lieu de contribuer à atténuer son sentiment d'échec, l'accentua peut-être même. Mais, comme la fidélité, cette habitude finit par être une seconde nature, et il savait qu'il la conserverait jusqu'à la fin. Il envisagea un moment de voyager, mais repoussa finalement cette option. Les vacances, c'était très bien, mais il fallait rentrer chez soi, et il n'avait pas les moyens d'aller s'établir à l'étranger. Son appartement laissait à désirer à bien des égards, la cuisine était trop petite, mais il se faisait rarement à manger, préférant acheter des plats chez le traiteur italien à côté de son bureau. Il y avait cette malheureuse chambre à coucher, qui jadis avait retenti de cris accusateurs et qui maintenant était mortellement silencieuse, mais il savait que son insatisfaction était beaucoup moins liée à son appartement qu'à son immense besoin de sympathie, de réconfort, qui remontait à ses premiers souvenirs de la mésentente familiale, à un manque de chaleur qui n'avait rien de physique, encore que cela aussi. Je reprends. À ses premiers souvenirs de la mésentente familiale, à un manque de chaleur qui n'avait rien de physique, encore que cela aussi ait existé. Et il avait dû penser à sa retraite, au moment où il aurait besoin de repères. Dans ce long exil qui allait survenir finalement, il avait été amené à l'apprendre plus tôt que prévu. L'arrivée d'un nouveau collègue dynamique d'environ 20 ans son cadet, avec des conceptions nouvelles sur les techniques de travail, avait largement contribué à le dissuader de se cramponner à son poste. Fidèle à lui-même, il était parti dignement et avait gardé toute rancœur pour ses réflexions intimes. Tout compte fait, il était bien logé, bien installé, et jouissait d'une aisance coupable qu'il prenait grand soin de ne pas laisser paraître. Et il avait sa fierté qui lui interdisait de protester.
Parmi ses collègues, plus d'un regretta son départ. Il y eut un tourbillon de déjeuners et d'apéritifs qui peu à peu se raréfièrent, puis cessèrent complètement. Il évita soigneusement de demander comment son successeur se débrouillait, et donna par cela même l'impression qu'il était satisfait de la situation. Avec le temps, il trouva plus facile de garder ses opinions pour lui, et ce faisant, monta dans sa propre estime. Une certaine sévérité perçait dans ses jugements. Il se laissait aller à l'exaspération, comme d'autres pouvaient avouer une légère addiction, et il s'autorisait à porter un regard plus critique que jadis sur ses relations et amis, prenant parfois un plaisir intense à relever des défauts ou des contradictions qu'il acceptait auparavant sans sourciller. Il lui restait un dernier recours, le contact avec les étrangers, dans lequel il excellait. C'est à eux qu'il serait obligé de confier son destin. En vérité, il ne lui restait d'autre choix. Heureusement, les étrangers ne manquaient pas. En fait, chacun était un étranger. Il gravitait vers les plus humbles d'entre eux, la petite Australienne enjouée qui lui coupait les cheveux, la femme du pressing qui lui parlait de son petit-fils, les vendeuses asiatiques du supermarché. Il constatait sans surprise qu'il s'agissait uniquement de femmes, car les femmes étaient le chaînon manquant dans sa vie, et il constatait sans plus de surprise qu'il n'éprouvait aucune gêne à frayer avec d'humbles employés, EES, même si aujourd'hui tout le monde paraissait prospère, à frayer avec d'humbles employés. Je reprends. Sans plus de surprise qu'il n'éprouvait aucune gêne à frayer avec d'humbles employés, EES, même si aujourd'hui tout le monde paraissait prospère. Il venait lui-même d'un milieu simple. Son père avait été employé de banque et avait ainsi posé les fondations de sa propre carrière, plus prestigieuse. Sa mère était restée au foyer insatisfaite, dans la maison lugubre de Camberwell Grove, à se désoler de l'absence des membres de sa famille, qui avaient mieux réussi qu'elle, et dont peu se donnaient la peine de venir la voir. Il s'amusait parfois en constatant que cette maison sinistre occupait une place de choix dans ses propres rêves et réflexions. Il se remémorait sans effort chaque placard, chaque porte. Il se rappelait son lit comme le plus accueillant de tous ceux où il avait dormi. De la même façon, il se rappelait les amis qu'il avait oubliés par ailleurs, ses amis qu'il s'était fait au jour insouciant de l'enfance et dont il ne pouvait plus retrouver la trace. Il me plaît, quoi. Alors, ça va me revenir. Moi, je lis 18 livres à la fois. Quant aux efforts acharnés qu'il avait menés jusqu'à sa situation actuelle, il ne leur accordait aucune importance. Il avait grimpé, et son ascension le laissait étrangement las. Seule sa mère s'était doutée qu'il n'était pas heureux, mais c'était parce qu'elle ne l'était pas elle-même. Elle souffrait du manque de compagnie, surtout celle de sa propre famille, et regrettait un milieu qu'elle considérait comme supérieur. Il n'y avait pas de réunion de famille, et seules des occasions exceptionnelles, telles qu'un mariage, rassemblaient tout le monde. C'était d'ailleurs à l'un de ceux-ci qu'il avait rencontré sa cousine, la femme qu'épousait son cousin Roland, Helena, une étrangère qui faisait partie de la famille. Comme sa mère, il appréciait de telles occasions. Aucun sentiment plus instinctif n'entrait en ligne de compte. Telle était la donne. Il appréciait de telles occasions. Aucun sentiment plus instinctif n'entrait en ligne de compte. Telle était la donne, depuis de nombreuses années. À l'époque, ignorant des distinctions sociales, il avait été impressionné par les serveuses qui évoluaient prestement dans la salle de réception et avait supposé que la mariée était riche. En fait, comme il devait l'apprendre plus tard, elle était très douée pour se faire assister et devait le rester. Son cousin Roland semblait ravi de son choix, son épousée un peu moins, comme si elle considérait ce mariage comme la moindre des choses pour une femme désirable. Un trait de caractère qui avait laissé sa mère songeuse. Et le retour à Camberwell Grove s'était effectué
dans un silence inhabituel. Jamais leur maison n'avait paru morne à ce point. « Tu pourrais leur écrire un mot pour les remercier », avait dit sa mère à son père, qui s'était borné à froncer les sourcils, car la réception et tout cet étalage de prospérité l'avaient agacé. Après cela, il n'y avait plus guère eu de contact, une ou deux invitations que sa mère avait acceptées avec empressement, bien qu'elle les eusse obligés à traverser Londres et à subir une soirée de commentaires critiques de la part de son père. Peu à peu, les invitations avaient cessé et ils ne s'étaient trouvés réunis qu'après l'enterrement de Roland, auquel son père lui-même avait assisté. C'était ainsi que l'association avait commencé, à cette époque qu'il considérait encore comme celle de sa vraie vie, alors que depuis, tout lui semblait illusoire. Là non plus, les sentiments n'entraient pas en ligne de compte. Ce qu'il y avait, ce qui subsistait, était une vague histoire, ne fût-ce que celle des années révolues, et où tout avait sa place, sa maison, sa mère et lui. Chapitre 3. Tout était cyclique. En lisant cela dans Proust, il ne l'avait pas tout à fait cru. Maintenant, il savait que c'était vrai. Chaque soir, à présent, il s'endormait, en revisitant mentalement son ancienne maison, montant l'escalier ténébreux jusqu'aux chambres, plus ténébreuses encore, où régnait un terrible silence de jour comme de nuit. Parfois, lui revenait un détail familier, le craquement d'une porte d'armoire ou la position du verre d'eau sur sa table de nuit. Ramené à la réalité du présent, il était momentanément surpris d'avoir jadis eu cette maison en aversion, et même en haine, d'avoir souhaité l'oublier, ainsi que la mélancolie qui collait à ses murs. Il avait cru bien faire et même atteindre un objectif enviable en la vendant pour acheter son appartement, comme pour bien marquer qu'il s'émancipait du passé. Aujourd'hui, il découvrait qu'on ne se débarrasse pas si facilement du passé, et il accueillait presque avec bonheur sa réapparition, le présent étant devenu à ses yeux fort médiocre, car le présent comportait ses propres dangers. Chaque fois qu'il écoutait les nouvelles, c'était pour apprendre des erreurs de plus en plus désastreuses. L'autre jour, en passant à sa banque pour y poser une question, il était tombé sur un de ses anciens collègues qui avait de mauvaises nouvelles à lui annoncer. Savait-il que Jenkins avait eu une attaque? Et Babcock? Alzheimer, épouvantable. Sa femme ne savait plus quoi faire, il avait compati, songeant non sans inquiétude à ses propres palpitations, à ses accès de fatigue soudains, à ses trous de mémoire passagers. Il avait fait transmettre ses amitiés à ceux qui étaient susceptibles de se souvenir de lui et étaient partis aussi vite que la décence le permettait. Du coup, le passé revêtait une familiarité bienvenue, devenait quelque chose qui lui appartenait en propre et ne pouvait lui être retiré tant que tout le reste ne s'écroulerait pas. Il fouilla son paysage émotionnel et découvrit à sa grande surprise que toutes les déceptions et humiliations récentes étaient insignifiantes comparées à l'intimité de cette association. Il lui apparut alors que vivre sans témoin était une chose terrible. Il avait le sentiment de n'avoir pas réussi à pallier les inévitables insuffisances du passé et du présent, lui qui n'avait jamais fondé de famille, si bien qu'il se trouvait hanté par un sentiment d'invisibilité, comme s'il était simple spectateur de sa vie, son unique vie, sans que personne puisse l'identifier, ni à plus forte raison s'identifier à lui, dans le vide désolé du présent. Tous ses contemporains éprouvaient-ils la même perplexité? Il aurait aimé discuter avec un interlocuteur bienveillant, quelqu'un qui aurait eu une expérience de même durée
et des références analogues. Un vieil ami de lycée aurait été idéal. Mais en déménageant, il avait perdu de vue beaucoup de gens. C'était cela le pire, perdre les gens de vue. Et il n'avait ni frère, ni sœur, ni autres parents, ce qui en soi était une anomalie. Son seul cousin, Roland, qu'il aimait bien, était mort jeune, laissant la veuve, avec laquelle il gardait scrupuleusement le contact. Il se faisait un point d'honneur de cultiver cette relation, même si Helena lui refusait l'accès à sa propre vie, et niait la réalité de la sienne, à lui. C'était là l'éternel dilemme. Comment parvenir à connaître les autres? Il espérait finir par la rallier à son point de vue, afin qu'il puisse aborder ses sujets, ses expériences. Mais ceci, il devait le reconnaître, était un besoin qu'il éprouvait lui, pas elle. Elle s'était créé un réseau de familiers qui peuplait son apparente solitude. Tout ce qu'il pouvait faire face à l'égoïsme indomptable de sa cousine, c'était d'observer ses stratégies avec amusement. Si elle était résolue à le tenir à distance, il aurait recours à sa botte secrète, cette pointe d'exaspération qui l'avait aidé, au long des années, à être presque aussi critique à l'égard des autres que de lui-même. Et ce pèlerinage à travers Londres, dans le silence du dimanche après-midi, avait quelque chose de rituel qui atténuait son sentiment permanent d'obligation, bien qu'il se le fût créé tout seul. C'était une formalité, et il était avant tout un adepte du formalisme. Par ailleurs, il souffrait du manque obstiné d'affection entre eux. S'il estimait normal qu'elle n'en éprouve pas pour lui, il se trouvait inélégant de n'en éprouver aucun pour elle. Il avait beau se montrer assidu, ils restaient des étrangers l'un pour l'autre. Elle le tolérait, alors qu'il essayait de lui faire plaisir. En vain. Son rôle était peut-être de rappeler à sa cousine ce qu'elle était dans sa jeunesse, bien qu'il ne l'eût pas connue alors. Aux obsèques de Roland, elle avait eu un moment de faiblesse ou une défaillance. Il avait tendu la main pour la soutenir. Cela avait été leur seul contact physique. Malgré tout, il continuait à lui rendre visite toutes les 5 ou 6 semaines, ce qu'il faisait pour lui-même autant que pour elle. Il était moins fasciné par sa vie passée que par celle qu'elle s'était organisée depuis son veuvage. Mais il prenait aussi un plaisir furtif à voir l'intérieur qu'elle s'était créé avec ses aménagements luxueux. Son appartement de taille confortable était empli de meubles de taille confortable. Sa cuisine, il le savait, était presque assez grande pour une famille. Il aimait particulièrement la petite télévision sur laquelle elle pouvait regarder les informations du matin en prenant son petit déjeuner confortablement installé à une table. Quant à sa chambre, où il n'avait jamais pénétré et ne pénétrerait jamais, il imaginait un nid douillet aménagé en fonction d'elle seule, un hommage à sa féminité qui semblait s'épanouir même en l'absence d'un homme. Malgré son âge, elle se comportait en femme résolument contemporaine, considérant que les hommes étaient indispensables pour procurer certains avantages et tenant des propos vengeurs si ceux-ci tardaient à être fournis. Il plaignait les hommes dans cette lutte inégale. Les femmes d'aujourd'hui, se disait-il, étaient aussi revendicatives que les suffragettes. Mais leur indignation n'avait rien à voir avec un désir d'égalité. Bien au contraire, elles voulaient un traitement de faveur et se montraient hargneuses si elles ne l'obtenaient pas. Elles avaient pris l'avantage et savaient désormais en jouer. En jouer.
assis l'un en face de l'autre sur 2 canapés massifs, avec le plateau du thé sur une table basse entre eux, ils s'embarquèrent dans leur conversation rituelle. « Alors, Paul ?»« Alors, Héléna, comment allez-vous » Elle lui adressa son habituel sourire de modestie étudiée. « Vous me connaissez, je ne parle jamais de moi. Vos amis, votre club de bridge, ah, c'est tombé à l'eau malheureusement. Je n'arrive pas toujours à me faire accompagner et je n'aime pas sortir seule. Je regarde toujours derrière moi. Comme vous le savez, je suis très vulnérable. » Ils l'étaient l'un et l'autre, pensa-t-il. À leur âge, des accidents étaient possibles, voire probables. Il l'observa et vit que son apparence d'ordinaire immaculée était légèrement altérée. Son rouge à lèvres mit un peu de travers. « Mais je me suis inscrite à un club de lecture, » annonça-t-elle. « Entre voisins. Nous allons les uns chez les autres, et bien entendu, on m'emmène et on me ramène. Quelle bonne idée, et qu'est-ce que vous êtes en train de lire ? Un roman de Jane Austen, Emma, je crois. Il est posé là-bas, assez amusant. Vous avez du temps pour lire ? J'aimerais en avoir davantage, mais avec toutes mes activités, naturellement vous devez être très occupé. Oh, pour être occupé, je le suis. » Il y eut un court silence. « Je réfléchissais, dit-il. J'ai rêvé à notre ancienne maison. Vous n'y êtes jamais venu, si ? Je ne me le rappelle pas. C'était une expédition, n'est-ce pas ? Et après la mort de Roland, j'ai vendu la voiture. Il n'aimait pas que je conduise. Et avant cela, papa veillait toujours à ce que quelqu'un m'accompagne en voiture. Vous vous rappelez qu'avant mon mariage, nous habitions à l'étranger ? La maison en Espagne, vous savez. C'est là que j'ai commencé à jouer au bridge. Tout le monde jouait là-bas. Après cela, nous avons pas mal voyagé. C'était la belle vie. » Il n'avait eu aucune réponse à ces... C'était la belle vie. Il n'avait eu aucune réponse à ces questions. Certains hommes, se dit-il, appréciaient ce genre de comportement, comme son cousin, à l'évidence. Aucune contestation de l'orgueil du mâle, que cela pouvait même flatter. Et puis il y avait les compensations. On s'occupait de lui avec une compétence parfaite. Roland devait avoir été tranquillisé par une maison bien tenue par toute l'attention dont son confort faisait l'objet. Il était même persuadé lui-même qu'un marché semblable, un arrangement de cet ordre, aurait pu se justifier. Mais c'était à des années-lumière de l'amour véritable, le genre de mariage qu'aucun romantique digne de ce nom n'aurait pu envisager. Il y aurait un certain confort à en attendre, mais peu de sincérité. L'absence de sincérité ou sa perte pouvait à la longue se révéler trop coûteuse. Son premier séjour hors de la maison de ses parents pour fuir le Blitz lui revint brièvement en mémoire. Il était petit, terrifié et n'avait nulle envie d'être hébergé chez les autres. Ce n'était pas de l'inconfort, pourtant considérable, dont il se souvenait, mais des conversations impénétrables. Or maintenant il avait l'impression d'être contraint en permanence à écouter un discours dans lequel il ne devait prendre aucune part. « Je vais préparer le thé, dit-elle. Ce ne sera pas du luxe pour vous après une expédition pareille. » Elle eut un rire enjoué, mais il remarqua qu'elle avait du mal à se lever de son fauteuil, et il révisa légèrement son âge à la hausse. Quel âge avait-elle ? Elle était certainement son aînée, de 2 ans peut-être. « Prenez-vous soin de votre santé ? demanda-t-il. « Il paraît que nous devons faire de l'exercice, que la marche est excellente.
Je sors rarement seul, comme je vous l'ai dit, des amis m'accompagnent quand je me déplace. » Il renonça. « J'imagine que vous avez envie d'une soirée tranquille, » dit-il. « Oh, l'une des filles va sans doute passer. Un peu plus de thé ? Non, je ne veux pas vous retarder, si vous êtes pris. » Un autre silence. « Comment vous sentez-vous ? Vous avez bonne mine, vous ne changez pas, hein ?» Il était significatif, se dit-il, qu'elle lui demande toujours comment il allait à la fin de la conversation et non au début. Peut-être craignait-elle qu'il ne lui inflige le récit d'ennuis de santé qu'il devait lui laisser ignorer, et les ignorer lui-même. Pareilles confessions, pareilles inquiétudes intimes, en l'occurrence c'est ce qu'elles seraient, ne devaient pas être autorisées. « Je vais bien, dit-il. Faites attention à vous, je vous appellerai. Merci pour les fleurs, j'attendrai de vos nouvelles. » Maintenant que la visite se terminait, elle était soulagée, peut-être plus que d'habitude. Une fois encore, il s'avoua vaincu. Lorsque la porte se referma derrière lui, il eut l'impression que son claquement était irrévocable. L'espace d'un instant, il eut peur pour elle, pour eux deux. Elle, au moins, aurait des visites. Lui, des visites. Il ne serait, lui, que trop conscient de son petit appartement. Il se vit emprisonné dans une coquille de noix, avec la menace constante de cauchemars. Elle s'ennuyait avec lui, à l'évidence, mais peut-être préférait-elle la compagnie des femmes. Les femmes étaient censées être plus indulgentes, en tout cas moins critiques, bien qu'il s'en doutât fort. En tout cas moins critiques, bien qu'il en doutât fort. Et les filles, comme elle les appelait, étaient peut-être loyales et posaient des questions sur son admirateur. « Votre admirateur est-il venu aujourd'hui, Héléna ? Il est très fidèle, hein ?» Ce serait le principal bénéfice de cet après-midi. Pourtant, avec lui, elle était sur la défensive. Ils le sentaient l'un et l'autre. Comment justifier ces visites, sinon d'une façon qu'elle serait susceptible de comprendre? Cette continuité qu'il recherchait entre un passé peuplé et un morne présent n'offrait guère un terrain propice à la communication ardente. Une fois les mots de l'amour relégués au passé, les mots de la vie se remarquaient davantage. Il avait conscience de sa fatigue, et il éprouvait toujours un léger vague-à-l'âme à la tombée du jour. Héléna devait l'éprouver aussi. Malgré tout son égoïsme et sa quête implicite de réconfort, elle était vieille et sans aucun doute inquiète. Les visites qu'il lui rendait avaient une valeur douteuse, en dehors du statut qu'elle conférait à Héléna aux yeux de ses amis, dont il se demandait si leurs égards dureraient éternellement. Il regretta, comme cela lui arrivait si souvent aujourd'hui, son emploi du temps de l'époque où il travaillait. Maintenant qu'il ne l'avait plus, il était vraiment seul, situation sur laquelle il refusait de s'apitoyer, mais dont il souffrait malgré tout beaucoup. Il allait espacer ses visites, se dit-il, les réduire à un minimum. Il expliquerait qu'il serait absent quelque temps. En fait, il partirait. Fuirait l'obscurité envahissante qui ne semblait jamais aussi palpable que lorsqu'il attendait debout à un arrêt de bus désert un dimanche soir de fin novembre. Il irait passer la période des fêtes dans une ville touristique du Sud. Il lui écrirait en rentrant. « J'ai oublié de vous dire, » annoncerait-il, puis il consulterait ses guides de voyage. Noël était un moment malvenu pour supporter un simulacre de famille. 4. Il opta pour Venise, car ce n'était pas le choix le plus évident, et il savait qu'il serait bien au Danieli. Il se justifia, comme toujours, devant un parterre de critiques invisibles. « Je ne dépense pratiquement rien, leur dit-il, et de toute façon je n'ai pas d'héritier. » Comme toujours, il passa l'épreuve, mais de justesse. Dans l'avion, il aida la passagère du siège voisin à ranger ses différents sacs dans le coffre à bagages au-dessus d'eux. Elle le remercia avec effusion. « Cadeau de Noël, dit-elle, une corvée. Mais pour quitter Londres, que ne ferait-on pas ?»« C'est un soulagement, opina-t-il. Vous partez en vacances ? » ?»« Quelques jours. Comme moi. Je trouve que Noël est toujours un moment difficile. » Il en convint de nouveau. « Pourquoi Venise ? » Attends, alors je sais pas si c'est lui. Attends. Il en convint. Oui. Oui. Il. Oui, mais
prends deux voies différentes, vaut mieux que j'essaie de prendre la bonne, tu vois. Donc j'y vais. Il en convainc de nouveau. Pourquoi Venise? Oh, j'ai toujours aimé cette ville. Oui, excuse-moi. Pourquoi Venise? Oh, j'ai toujours aimé cette ville. Et l'on peut y être seul, ajouta-t-il en silence. Vous allez chez des amis, tous ces cadeaux de Noël, précisa-t-il. Oui, une ou deux personnes à voir. Je vais chez une vieille amie près de l'Académia, mais elle ne sera pas là tout le temps. Je serai seule les derniers jours. Elle eut un rire enjoué. En ce moment, je suis abonnée à ça, on dirait. Il s'étonna de sa loquacité peu commune. Peut-être réagissait-elle toujours ainsi, comment savoir. Pendant le vol, elle lui dit qu'elle travaillait à mi-temps pour une organisation charitable, qu'elle était divorcée de fraîche date, et qu'après ses vacances, elle garderait la maison d'amis à Onslow Gardens pendant leur absence. Il s'abstint de lui dire qu'ils seraient virtuellement voisins, mais son intérêt s'éveilla à cette perspective. Elle paraissait fébrile, euphorique peut-être. En temps ordinaire, il l'aurait évitée. « Victoria Gardner !» dit-elle spontanément. « Victoria Gardner !» dit-elle spontanément. « Mais tout le monde m'appelle Vicky. »« Paul Sturgis. »« Et vous, vous allez chez des amis aussi ?»« Non, je ne connais personne à Venise. »« Oh, c'est triste. »« Pas du tout, j'aime bien être seule. Je suis en retraite. »« Quelle chance !»« Vivement mon tour. Mais j'ai le sentiment de faire œuvre utile, vous savez. Et de toute façon, je peux toujours compter sur mes amis. » Pour se faire loger, pensa-t-il. Ou du moins pour profiter de leur hospitalité. Il lui glissa un regard de biais. Jolie femme, près de 50 ans ou un peu plus, blonde, soignée. Seule la nervosité apparente, les doigts qui se portaient sans cesse aux boucles d'oreilles ou repoussaient les cheveux en arrière, faisaient une légère ombre au tableau. Elle avait envie de parler à l'évidence, bien qu'il lui eût donné peu d'ouverture. Elle semblait ne pas en avoir besoin, et être habituée à faire la conversation à des étrangers. Lorsque l'avion se prépara à atterrir, il lui rendit ses bagages et lui souhaita un joyeux Noël. « Oh non !» protesta-t-elle. « Ne me rappelez pas ce jour-là. Je le redoute chaque année. C'est un moment tellement sinistre, tellement pénible, et qui me rappelle tant de souvenirs, pas tous agréables. Merci beaucoup. Vous avez été très gentil de me supporter. Maintenant, il me reste à affronter ce séjour. » Il lui donna sa carte. « Nous nous rencontrerons peut-être, dit-elle. Venise est toute petite. » Il opina. « Sûrement. » C'était la moindre des politesses de répondre cela. « Où logez-vous ?»« Au Danieli. »« Ah, magnifique. Bon séjour. » Ils disparurent dans des taxis nautiques différents, car il y avait plus de voyageurs qu'il ne l'avait imaginé. Pendant qu'il traversait l'eau sombre, secoué dans le bateau, il chassa la passagère de son esprit. Ou plutôt la relégua au statut des étrangers dont elle faisait partie en vérité. Il ne s'attendait pas à la revoir. Venise l'enveloppa, comme elle l'avait déjà fait auparavant. Le soir tombait très tôt, et il trouvait que cela correspondait bien à son humeur, qui était douce, méditative et paisible. Il prenait son petit déjeuner tôt et partait ensuite se promener sur les placettes obscures qui lui étaient devenues familières lors de ses précédentes visites. Il buvait un expresso dans un café peu fréquenté avant de regagner le Danieli pour s'acheter un ou plusieurs journaux. Ses livres ne lui manquaient pas. Il réservait sa concentration au merveilleux silence des rues, où il n'était pas possible de regretter l'absence de compagnie. Le bavardage de la femme de l'avion n'aurait pas été le bienvenu dans cette atmosphère de calme, de détachement presque. Pourtant, en regagnant l'hôtel pour le déjeuner, le journal toujours sous le bras, il soupirait légèrement à la perspective de l'après-midi à venir. Il était hors de question de faire la sieste. Se réveiller dans une chambre inconnue obscure était effrayant rien que d'y penser. Il ressortait et allait s'asseoir à la terrasse du Florian, buvait son café à loisir en écoutant la musique. Puis, à une heure convenable, il rentrait, prenait son bain et descendait dîner. Les serveurs étaient gentils avec lui, car ses bonnes manières et son apparence discrète inspiraient le respect. Il ne se pressait pas pour prendre son repas et se disait qu'il n'avait pas autant mangé depuis des mois.
Il lui arrivait de boire un dernier verre dans un bar accueillant et même de faire encore un tour. Il sombrait dans son vaste lit avec un soupir de soulagement. Pourtant, il ne souffrait pas de la solitude, ou pas plus que d'habitude. Il était presque surpris de constater que ce voyage entrepris par désespoir était finalement plutôt réussi. Puis, comme d'habitude, il se rendait à l'Accademia malgré son indifférence croissante à l'art et à la beauté. Il regardait consciencieusement Carpaccio, enregistrant seulement la résistance qu'il éprouvait face à cet univers distant, ses dévotions, cette absence de jugement. Les musées étaient silencieux, sombres, vides, et, il se connaissait si bien, il renoncerait à la tâche qu'il s'était fixée, considérant qu'elle était invalidée par le sens du devoir même qui lui avait fait prendre... Oula. Et il se connaissait si bien, il renoncerait à la tâche qu'il s'était fixée, considérant qu'elle était invalidée par le sens du devoir même qui lui avait fait prendre ce chemin à peine une demi-heure plus tôt. Il renoncerait à la tâche qu'il s'était fixée, considérant qu'elle était invalidée par le sens du devoir même qui lui avait fait prendre ce chemin à peine une demi-heure plus tôt. Il regagnait alors le silence de l'extérieur, qu'il trouvait, sinon plus accueillant, du moins plus réaliste, puisqu'il promettait qu'il en serait à jamais réduit en sa propre compagnie. Quand on prend pas oui. Non, mais c'est sûr. S'il veut bien, voilà, il veut bien. Donc je continue direct, on va replonger, on va retrouver, qu'est-ce que t'en penses, à sa propre compagnie. Le matin de son dernier jour, il s'assit à la terrasse du Florian et contempla une dernière fois Venise. Il ne pensait pas y revenir, mais l'idée de retrouver son appartement sombre, ses journées vides et ses trajets rituels l'oppressa comme une malédiction. Il s'en accommoderait, il le savait, lui qui toute sa vie s'était accommodé, ce qui en soi était une forme d'échec. Il but son café et se prépara à partir, bien que la perspective de devoir marcher encore fût dépourvue d'attrait. Quand il vit la femme de l'avion traverser la grande place, il se leva avec empressement et agita un bras. Le sourire ravi qu'elle lui adressa transforma sa journée. « Bonjour, dit-il. Alors vous avez survécu à Noël ? Tout juste. Ah, du café, oui, volontiers. » Sans son maquillage, sans ses boucles d'oreilles, elle paraissait plus âgée. Elle avait troqué ses pantalons de ville contre un t-shirt noir, un pantalon noir et une veste de cuir. Il se dit qu'elle devait avoir 53 ou 54 ans, belle femme, mais assez marquée. Fugitivement, il éprouva le plaisir de l'instant partagé, même si sa compagnie devait se révéler ennuyeuse. « Vous restez encore combien de temps ? demanda-t-il. « Ah, jusqu'à la fin de la semaine. Rien d'urgent ne m'attend. Et je garde la maison d'amis. Je vous l'ai dit, je crois. »« Oui, à Onslow Gardens. Vous n'habitez pas Londres ? » ?»« J'habite à la campagne, dans le Kent. Shoreham. Je connais, j'allais me promener dans ce coin-là quand j'habitais au sud de Londres. C'est charmant. Pas pratique du tout. J'adore la maison, mais elle appartient à mon mari, mon ex-mari pour être plus précise. Il me laisse y habiter quand il n'est pas là, c'est-à-dire la plupart du temps. C'est un peu comme une multipropriété. C'est pourquoi je m'échappe quand je peux. Il doit rentrer bientôt, et je crois qu'il va falloir en arriver à un arrangement un peu plus formel. Il a été tout à fait généreux, mais je crois qu'il devra me donner une pension convenable. Elle repoussa ses cheveux du geste qu'il se rappelait. Peut-être retournerez-vous vivre avec lui, ce n'est pas bon d'être seul. Ne m'en parlez pas. Seulement, il a trouvé quelqu'un d'autre. Oh, je pourrais le récupérer, mais à quoi bon ? Pour vaincre la peur de mourir, se dit-il, et il découvrit à sa grande horreur qu'il avait parlé tout haut. Elle le regarda surprise,
Brusquement, ils étaient redevenus des étrangers. Alors attends, qui est-ce qui parle? Des étrangers. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas l'air. Non, non. Attends, je ne sais plus qui parle. Oui, voilà. Des étrangers. Vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas l'air. Non, non, bien sûr que non. Ne faites pas attention. Vous avez des projets pour la journée? Pas vraiment. Voulez-vous déjeuner avec moi? Je pars demain. Quelle bonne idée. Je ne devrais pas être aussi bavarde. Mais vous êtes quelqu'un à qui l'on parle facilement. D'autres le lui avaient déjà dit dans le passé, alors qu'il n'avait pratiquement pas ouvert la bouche. Un schéma qu'il reconnaissait sans s'en offusquer. En fait, il était ravi de la tournure que prenaient les événements qui allaient donner à son départ un tour presque cérémonieux. Et il décida qu'il la trouvait sympathique, que c'était une femme très bien sous tout rapport. Son histoire était certes peu conventionnelle, mais à cette époque sans règles, la plupart des arrangements ne l'étaient pas. Excusant aussitôt ses éventuels manquements, il jugea que le mari était un imbécile. Lorsqu'ils quittèrent la place sans hâte, il eut enfin le sentiment d'être un vrai voyageur, un homme mûr pour des rencontres de hasard et à qui la chance n'était pas interdite. Londres semblait très loin quelque part dans le futur. Pourtant, malgré la splendeur du cadre, malgré tout ce qu'il savait sur les peintres et les écrivains célèbres de cette ville, c'étaient une fois de plus les humbles détails domestiques qui l'enchantaient. Un petit enfant récalcitrant, vêtu beaucoup trop chaudement et poussé par une grand-mère, ou la situation fascinante de sa compagne, qu'il se promettait de cerner de plus près. Et Shoreham, qu'il connaissait bien, étant souvent... qu'il se promettait de cerner plus près, et Shoreham, qu'il connaissait bien, étant souvent allé s'y promener, comme il le lui avait dit, lors de ces dimanches silencieux. Ces dimanches, tous les dimanches en fait, il les rejetait maintenant avec un frémissement d'horreur. Il avait été si longtemps d'horreur. Il y avait été si longtemps condamné qu'il les avait acceptés comme un mode de vie. Or, voilà qu'aujourd'hui, il semblait s'être affranchi de tout cela. Les cloches sonnaient, les pigeons se dispersaient, il lui prit doucement le bras. « Si nous allions manger du poisson, proposa-t-il, je connais un bon restaurant près d'ici. » Les serveurs, avec leur manière parfaite de Vénitiens, semblaient leur manifester les égards dus à un couple. Il s'adjura de ne pas trop boire. Il courait le danger de succomber à un fantasme. Elle avait au moins, ou tout au plus, 20 ans de moins que lui, et il ne savait rien d'elle. Il aimait la façon dont elle avait accepté l'invitation avec un plaisir manifeste. Il aimait son large sourire. Quand elle lui demanda dans quelle branche il travaillait, il se sentit comblé. Dans son expérience, les femmes ne s'intéressaient pas au travail de leur interlocuteur, et de toute façon, il ne pouvait plus les assommer avec un travail qu'il n'avait plus. « Je suis à la retraite, dit-il. Avant, je travaillais dans une banque, ce qui doit sembler très ennuyeux. Mais en fait, j'aimais bien mon travail. Ou peut-être me convenait-il parfaitement. J'aimais voir les gens arriver chaque matin avec leurs sacoches et leurs journaux. Peut-être aimais-je juste les gens au travail, ou l'idée des gens au travail. » Il lui jeta un rapide coup d'œil et vit qu'elle avait décroché. « Parlez-moi du vôtre, dit-il. »« Ennuyeux aussi. Je travaille dans un bureau avec 3 autres femmes, 3 jours par semaine. Nous nous occupons des petits Africains atteints du sida. Vous imaginez ? Cela paraît un peu extrême. Le pire, c'est que l'argent, des sommes énormes, incroyables, ne semble rien changer au problème. En effet, cela doit être très décourageant. Je déteste ce job et mes 3 collègues. Si une chose était susceptible de me convaincre de retourner auprès de mon mari,
ce serait la perspective de continuer à travailler encore un moment. C'est une possibilité? Oh, nous en discutons. Il y a eu des fautes des deux côtés. J'ai divorcé quand il m'a parlé d'une autre femme. J'aurais pu tourner la difficulté, mais je n'ai pas été très polie. Le problème, c'est qu'il ne me l'a pas pardonné. Vous l'aimez toujours? Elle le regarda, visiblement surprise et un peu agacée. Il vit qu'à nouveau elle ne le suivait plus. Pardonnez-moi, dit-il. J'ai manqué à tous mes devoirs. Voulez-vous du café? Merci. Eh oui, je l'aime sans doute encore. Elle se laissa retomber sur le dossier de sa chaîne, de sa, de sa chaise, visiblement peu disposée à poursuivre la conversation, mais aussi lasse, comme si la question lui avait déjà été posée très souvent. Les femmes, il le savait, faisaient preuve de délicatesse en pareille circonstance, tandis qu'il s'était simplement rendu coupable de curiosité. Il n'imaginait pas qu'on pût divorcer pour une offense si mineure, pas plus qu'il n'imaginait qu'on pût échanger un foyer conjugal contre une vie d'expédient. Même ses parents, pourtant malheureux et austères, étaient restés fidèles à l'état matrimonial. Il se dit alors qu'il devait éviter les questions trop appuyées, c'était aux femmes de les poser. Son rôle à lui, c'était de payer l'addition qu'on lui présentait, justement. Ce déjeuner a été délicieux, dit-elle, de façon un peu guindée. La journée ne m'inspirait guère d'enthousiasme, pas plus que celle de demain, d'ailleurs. Tiret. Vous savez que nous serons voisins à Londres. Nous pourrions peut-être redéjeuner ensemble, ou dîner plutôt. Ce fut son tour de s'appuyer au dossier de sa chaise, soudain épuisé. Voilà qui ne lui ressemblait pas du tout. Pourtant, c'était ainsi que se comportaient les hommes, ou du moins les hommes jeunes. Il se sentit ridicule. Malgré tout, il lui donna son numéro de portable et dit qu'il espérait la revoir à Londres. Après cet aveu, il eut hâte de prendre congé. En quittant le restaurant, il sentit le froid humide le pénétrer. C'est l'hiver, se dit-il. À son âge, il était peut-être en train de se ridiculiser. La sinistre perspective de retrouver son appartement se rapprochait, mais Mrs. Gardner répondit. Cela me ferait très plaisir, je vous appellerai une fois rentré à Londres si vous voulez. Ils échangèrent une poignée de main assez formelle devant le restaurant. Sentez-vous très libre, dit-il, comme s'il était toujours directeur d'agence et elle cliente. Puis la regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'elle ait presque disparu et finit par tourner les talons et se préparer à partir, lui aussi. Chapitre 5. À Londres, il faisait extrêmement doux pour la saison, plus qu'à Venise, semblait-il, et sombre, sans l'immensité du ciel et de l'eau, ni les reflets sur la lagune qui conféraient à Venise sa noblesse. La ville paraissait vidée de ses habitants, même les quelques magasins ouverts affichaient des étagères dégarnies, comme si les Londoniens restés là ne méritaient que du mépris. Apparemment, il était impératif de partir entre Noël et le jour de l'an, et il devait se forcer à se rappeler qu'il s'était lui-même absenté, car son voyage n'avait pas du tout rempli son objectif, à savoir lui donner une impression de changement. L'atmosphère de l'appartement était légèrement comminatoire, comme s'il s'était rendu coupable d'un manque de vigilance et que le changement risquait de se manifester par un détail échappant à sa volonté. Son propre voyage, très sage, apparaissait maintenant sous son jour réel, une initiative timorée, hésitante. L'appartement lui-même était comme toujours décevant. Pendant quelques instants, il se laissa aller à son fantasme d'un autre intérieur, empli d'objets plaisants et installés différemment, une pièce à l'est pour le matin, une arrière-cuisine avec une porte donnant sur un jardin à l'arrière,
une vraie entrée avec un vrai porte-manteau, des cheminées dans toutes les pièces. En fait, son rêve ressemblait à une ancienne maison, celle qu'il n'avait jamais eu de cesse de quitter. Sa mère, il s'en souvenait, s'asseyait devant une vraie coiffeuse, ornée d'un jeu complet de brosses en argent. Des gens vivaient encore ainsi, il le savait, dans des maisons de banlieue bien agencées. Mais il fallait être né dans une maison de cette taille, car il n'avait plus les moyens d'en acheter une aujourd'hui, et il n'en avait pas non plus l'usage. Il ne... Il n'en revoyait pas moins cette vieille maison chaque soir, avant de s'endormir, montait les escaliers, laissait glisser sa main sur la rampe, ou mangeait des tartines beurrées assis à une table de cuisine disparue depuis longtemps. Au cours de ce tour du propriétaire, entre veille et sommeil, entre réminiscences et fantasmes, il retrouvait quelque chose de sa jeunesse et se revoyait même en jeune homme naïf et confiant qui, pendant une courte période, avait eu un présent et un avenir. Vous êtes tellement bien situé ici, lui disait-on de son appartement, qui avait jadis représenté ce qu'il croyait être la solution appropriée au problème du choix d'un lieu de vie, d'un mode de vie. Lorsqu'il était invité à dîner, il évaluait subrepticement le confort des installations des autres, avait envie de rapprocher une lampe d'un certain fauteuil, de remplacer les volets par des rideaux, alors que son propre appartement, avec ses avantages réduits, son indéniable commodité, lui semblait toujours un lieu étranger. Il y avait, pensait-il pour la énième fois, un terme freudien tout à fait approprié pour le dit appartement. Unheimlich. Cela le détruit. Ce qui signifie, note de la lectrice, peu domestique. Cela le décrivait à la perfection. En un mot, il ne s'y sentait pas chez lui. Aujourd'hui, le monde connu était fragmenté et il se trouvait exilé dans ce voisinage d'étrangers. Ses rêves étaient moins romantiques que territoriaux. Il retournait sur d'anciens chemins. Il en allait de même pour les amitiés qui, à l'instar de cette vieille maison, étaient légèrement anachroniques, comme ses amis perdus de sa jeunesse, témoins bienveillants de leur évolution mutuelle, qui savaient, mais ne jugeaient pas, humbles et nature, au sens littéral, puisque les goûts liés à la culture venaient plus tard. En leur compagnie dans ce cadre, il s'était autrefois senti en sécurité totale, au point de pouvoir s'autoriser des projets d'évasion, et, le moment venu, les avait mis à exécution. Et, par une de ces voies détournées que certains pourraient appeler le destin, il s'était retrouvé dans ce petit espace, sa valise à ses pieds, comme si son voyage n'avait pas eu plus de réalité physique qu'un de ses rêves, et n'avait été qu'une métaphore. Une carte qu'il ramassa sur son paillasson l'invitait à un pot de nouvel an, dans le bureau du président de la banque, comme chaque année depuis qu'il avait pris sa retraite. Il accepterait naturellement et partirait comme toujours, avant que ne commencent à circuler de vagues projets pour le dîner. Il serait rentré avant que la véritable fête commence. Jamais il ne regrettait son départ prématuré, auquel les autres s'attendaient maintenant. On supposait qu'il était invité ailleurs, et il n'avait jamais levé l'équivoque. En de telles circonstances, se retrouver seul lui paraissait à la fois enviable et détestable. Il avait l'impression que quelque chose avait changé de place dans l'appartement et, après avoir
Passé une demi-heure à chercher en vain ce que cela pouvait être, il finit par se rendre compte que c'était son absence récente qui avait donné à son cadre cette étrangeté. Il entendit son jeune voisin, qui avait un poste à la City, dévaler l'escalier en partant travailler. Le travail, voilà ce qui manquait. À l'âge de 17 ans, il avait entendu son père insister sans relâche sur l'importance du travail, ce qui l'avait exaspéré. Ce n'était peut-être pas l'avis le plus éclairé à donner à un jeune, frais et moulu du lycée. De plus, il savait que son père était motivé par le sentiment qu'il avait d'avoir raté sa vie. Aujourd'hui, il appréciait la pertinence du conseil. Le travail l'avait sauvé, bien qu'il eût secrètement espéré que quelque chose de plus intéressant donnerait à sa vie couleur et sens. Il comptait sur l'amour, à l'époque comme aujourd'hui, mais à cet égard, il n'avait pas mieux réussi que son père. Sturgis aimait les femmes avec nostalgie et ne faisait pas de distinction entre elles. Toutes étaient porteuses d'une promesse d'épanouissement, et si cela s'était révélé illusoire, il n'en appréciait pas moins leur matérialisme confiant, l'aisance apparente avec laquelle elles abordaient la vie quotidienne. Les femmes qu'il avait choisies et qui avaient d'une manière ou d'une autre décidé de ne pas donner suite avaient été beaucoup plus perspicaces que lui et perçues, dans la cour banale qu'il leur faisait, la perspective d'une nuit d'ennui, alors qu'il croyait, lui, leur donner tout ce qu'elles désiraient. Or, elles voulaient des émotions qu'il ne pouvait fournir. Maintenant, il se rendait compte qu'elles avaient eu raison d'agir comme elles l'avaient fait. Il n'avait pas conservé de souvenir des deux relations qui avaient le plus compté pour lui, ayant compris que son héritage affectif. Ok, ok. Est-ce qu'au niveau de la sonorité, c'est assez fort? Est-ce que c'est assez fort? Bon, alors je reprends. Bip, 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 bip. Il n'avait pas conservé de souvenir des deux relations qui avaient le plus compté pour lui, ayant compris que son héritage affectif n'était pas adapté à la quête chevaleresque qu'il s'était fixée comme objectif. Pourtant, il gardait une curiosité voisine de la fascination pour l'esprit des femmes, que Freud lui-même, il ne l'oubliait pas, n'avait pas réussi à percer à jour. Pour leur mélange de frivolité et de détermination, leur altérité absolue. Il regrettait de ne pas connaître plus de femmes. Une sœur aurait pu lui expliquer ces choses-là, mais il n'en avait pas eu, et les femmes qu'il avait aimées avaient refusé de jouer ce rôle. Cela, il se le reprochait, tout en se disant à plusieurs reprises que d'autres hommes devaient éprouver secrètement la même chose. Il pensa brièvement à la femme de l'avion et espéra qu'elle ne se manifesterait pas. Il restait finalement sur une impression d'irritation de sa part à lui et sans doute de la sienne à elle aussi. À la fin de leur déjeuner, il s'était dit qu'elle ne ferait pas l'affaire. Elle était certainement arrivée à la même conclusion. Comment pourrait-il en être autrement? Elle était encore jeune et il était vieux, pourvu que sa fatigue n'ait pas été trop visible. Mais elle semblait découragée. Il avait éprouvé il avait éprouvé de la pitié mêlée d'une certaine impatience. Son histoire de divorce, d'absence de toit, n'était pas très convaincante. Il avait perçu un désir de vengeance, plus que du chagrin. Il la soupçonnait d'avoir eu plus de tort qu'elle ne voulait bien le dire, mais d'être bien décidée à se gagner la sympathie des autres,
qui était sa carte la plus forte. À l'évidence, elle n'était pas femme à vivre chichement. Elle voulait plus, beaucoup plus qu'elle n'avait. S'ils devaient se revoir, elle en dirait sans doute plus long sur elle-même et son problème actuel, qui donnait l'impression d'être le mécontentement, assurément, mais aussi l'ennui. Il n'avait pas l'intention d'être gentil. On lui avait soutiré une certaine sympathie à son corps défendant, mais il la reconnaissait pour ce qu'elle était, un reliquat de sentiments antérieurs inutilisés. L'autre personne, dont il espérait ne pas avoir de nouvelles, était Héléna, la pseudo-parente, dont il ne recherchait pas la compagnie pour se faire plaisir, mais, d'après lui, pour lui faire plaisir à elle. Il y allait de son devoir, comme vestige d'une famille disparue, de s'assurer qu'elle était toujours vivante et d'afficher la plus grande cordialité. Il savait qu'aucun sentiment n'entrait en ligne de compte. Malheureusement, l'habitude ayant été prise, il était difficile de la rompre maintenant, même si l'enjouement qu'il manifestait en arrivant était régulièrement douché par l'indifférence de sa cousine lors de ces lugubres dimanches après-midi. Il devait s'enquérir tout aussi régulièrement de ses activités, les siennes restaient ignorées, pourtant il remplissait son rôle, il permettait à Héléna de faire étalage de son autonomie et même de commenter l'assiduité de son cousin et de s'en flatter. Il réussissait à merveille à déguiser sa propre indifférence, peut-être mieux qu'elle, et tous les amis auxquels elle parlait de lui devaient assurer Héléna de son triomphe. La question la plus pénétrante qu'elle lui ait jamais posée était: qu'est-ce que vous faites de toute la journée? Avec la meilleure volonté du monde, il ne pouvait ignorer le sous-entendu légèrement insultant. Pour éviter de répondre, il avait regardé sa montre avec un sursaut de surprise, s'était excusé de rester si peu, et s'était éclipsé, laissant entendre qu'il avait des gens à voir et des rendez-vous à honorer, ce qu'il savait faire à merveille. En toute honnêteté, il devait reconnaître que c'était cette question qui avait motivé son excursion à Venise. L'indignation qu'il avait pu ressentir s'était rapidement muée en tristesse pour eux deux. Lorsqu'il lui téléphonerait pour lui présenter ses vœux, comme il se devait, il espérait qu'elle ne répondrait pas et qu'il pourrait laisser un message plein d'effusion qui ne lui ferait pas perdre la face. Il passerait ce coup de téléphone pendant ce qu'il considérait encore comme la semaine ouvrée, et cela ne l'empêcherait pas de retourner à ses propres activités, quelles qu'elles fussent. Il décida de déjeuner dehors, de se comporter en touriste, ce qu'il avait l'impression d'être, sans racines, obligé de se contenter d'un toit temporaire. Ainsi, son retour dans son appartement pourrait lui sembler moins oppressant. Il se demanda ce qu'il éprouverait à vivre dans un hôtel, un rêve totalement en désaccord avec la pénible réalité des maisons présentes et passées. La vie pouvait avoir une certaine légèreté si l'on refusait de la prendre au sérieux. Et quoi de moins sérieux que de donner que de donner sa clé chaque matin avant de sortir pour la journée. Ah, alors c'est là qu'il manque. Attends, je vais vérifier que la page est. Attends, maman, hein. Je vérifie que la page n'est pas quelque part. Il me manque une page. Hein, tu m'entends? Je cherche. Je cherche. Alors, euh, toc, 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 toc. 58, 58, 58, 58.
Mhm, mhm, mhm. Ben non, elle a glissé cette page. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, elle a glissé. Bon, eh ben, écoute, maman, si tu veux, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que tu en penses? On continuera demain. Bon, on sautera une feuille, c'est-à-dire 2 pages, mais je pense que ça nous perdra pas beaucoup, hein, je pense, hein. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Tomber sur nos pieds, hein. Pip, 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 pip. Il manque une page sur le livre, donc suite. Tout ceci était sans rapport avec son propos immédiat, entretenir la vie à laquelle il était rompu. Cela signifiait acheter de quoi manger et rendre plus engageant son cadre fatigué. Mais il éprouva une certaine révulsion à l'idée de solliciter son propre appétit, et ce fut avec soulagement qu'il quitta l'immeuble et inhala une bouffée d'air humide. Il irait à pied jusqu'à Victoria, achèterait ses journaux, ses journaux, et trouverait un restaurant confortable. Il arrêta son choix sur le Goring Hotel, surtout parce que c'était un hôtel, même s'il ne correspondait en rien à celui qu'il avait imaginé. Il prit un siège avec résignation, commanda des plats qui ne le tentaient pas et, comme toujours, entreprit d'observer les autres convives. Il n'avait pas l'air très prometteur. 2 hommes assez jeunes, à une table mitoyenne, avaient un air brusque, dédaigneux, même lorsqu'ils se parlaient. 2 collègues, se dit-il, plutôt que 2 amis. Ils mangeaient sévèrement, concentrés sur l'objet de leur entretien, qui était manifestement d'ordre professionnel plus que social. Guillemets. Seddon va devoir partir, dit le plus âgé des deux. Pour quel motif? Incompétence. Aujourd'hui, on ne peut plus renvoyer personne pour incompétence sans qu'on invoque les droits de l'homme. J'y suis préparé. Il peut faire traîner, vous savez, le faire savoir à l'extérieur, se poser en victime d'injustice professionnelle. Eh bien, bonne chance, pensa Sturgis. Il éprouvait de la compassion pour l'absence Sédone, contre lequel se tramait un complot, entre ces gens bien nourris et suffisants. Il demanda l'addition pour éviter d'en entendre davantage. Il aurait pu connaître un sort analogue s'il n'avait eu l'élégance de partir. On ne pouvait certes pas lui reprocher l'incompétence, mais il avait été régulier et trop prévisible, donc ennuyeux. Les institutions se lassaient autant que les gens, se dit-il en adressant un signe de tête aimable au garçon, qui le remerciait pour son pourboire généreux comme toujours. Peut-être n'était-ce pas si mal d'avoir pris sa retraite, songea-t-il. Le temps s'était levé après le déjeuner et il décida de rentrer chez lui à pied. Après tout, il n'avait rien d'autre à faire. Il trouva un message sur son répondeur. Allô, c'est Vicky Gardner. Nous nous sommes vus à Venise. Je serai quelques jours à ce numéro-ci. Si vous m'appeliez, ça me ferait plaisir. J'ai été ravie de parler avec vous. Chapitre 6. Au début, il fut contrarié par cette irruption. Il était plongé dans une rêverie, sans doute née du songe familier qui l'avait sidéré par la précision de ses détails. Il se retrouvait dans son ancienne maison, bien que cette fois elle fut située dans un contexte plus vaste, celui du quartier de son enfance, cette banlieue bourgeoise sans prétention, avec sa rangée de magasins qu'il voyait de la fenêtre de sa chambre. Et eux aussi étaient modestes. Un marchand de fruits et légumes, un pharmacien, un coiffeur, une crèmerie. Aucun supermarché à la ronde.
Il ne s'était pas encore imposé. Il se rappelait en particulier le pharmacien, un homme digne et corpulent, blouse blanche, qui ne manquait jamais de prendre des nouvelles de sa mère et à qui sa fille avait fini par succéder. Il l'avait connu enfant, au départ ils s'étaient rencontrés, à un âge encore plus tendre, en faisant le trajet de l'école, puis, en grandissant, celui de différentes écoles. En fin de compte, elle aussi avait été promue à la distinction de la blouse blanche, et elle servait les clients avec un sérieux qu'elle tenait de son père. Ils s'appelaient, il au pluriel, toujours par leur prénom. Elle, c'était Patricia, mais ils avaient dû renoncer à leur ancienne familiarité, car maintenant qu'ils travaillaient, il au pluriel, ils devaient être comptés parmi les adultes et étaient censés savoir se comporter comme tels. Il fut surpris de constater qu'il se la rappelait très nettement, n'avait rien oublié de son aspect ni de sa personnalité, et il fut un moment navré d'avoir perdu de vue une compagne aussi naturelle. L'innocence de ces jours-là. On finissait toujours par ressembler à ses parents avec l'âge, à prendre leurs traits, à imiter leurs gestes. Aujourd'hui, devant la glace de la salle de bain, il était sidéré de voir le visage de sa de voir le visage de sa mère le regarder. Mais maintenant, ce visage était vieux, creusé par les soucis et marqué par la déception. La déception était venue à ses parents naturellement, avec le temps, comme dans son propre cas. L'intervalle de la véritable innocence était, il le savait, ce bref moment avant que ne s'installe la déception, à laquelle se combinait chez ses parents la solitude. Pourquoi étaient-ils aussi isolés? Ils avaient peu d'amis et sa mère en souffrait en se comparant à sa famille plus aisée, en particulier ses cousines mariées. Il n'y avait eu à cela aucune justification particulière, mais c'était devenu un fait établi. Elle au pluriel, elle la considérait avec pitié, estimant qu'elle s'était mal mariée, et à l'évidence, elle s'en disait parfois autant. Mais maintenant, Sturgis pensait que ses parents avaient été assez heureux, tant qu'ils ne s'étaient pas rendu compte qu'ils étaient seuls au monde, sans soutien autour d'eux. C'était ce qu'il éprouvait lui-même aujourd'hui. Voilà pourquoi il retournait sans cesse vers cette époque révolue, bien qu'elle fût devenue de plus en plus triste, car il y avait ses repères, il pouvait saluer de la main Patricia quand il passait devant le magasin, en allant travailler, et elle lui répondait de même, si bien que lorsqu'il s'installait à l'arrêt d'autobus, il éprouvait une certaine douceur rémanente qui tenait purement et simplement au fait qu'elle plongeait ses racines dans le passé. Mais c'était un passé partagé, et cela suffisait à lui donner son prix. Ils auraient dû se marier, pensait-il aujourd'hui. Ils auraient fait cette démarche en toute innocence, l'innocence inhérente au code et au milieu d'alors. Non. Et au milieu d'alors, mais juste au moment où l'idée lui en était venue, elle lui avait annoncé ses fiançailles au fils du médecin du quartier. Son père, à elle, était ravi, et de fait, cela s'inscrivait dans une certaine logique. Quant à lui, il n'avait même pas eu le cœur brisé. À ce stade précoce, elle avait commencé à prendre un peu d'embonpoint, un peu de l'embonpoint de son père, et paraissait plus que son âge, plus âgé qu'il n'avait l'impression de l'être, lui, devant qui s'ouvraient tant de possibilités. Et il n'avait pas gardé le contact, s'était perdu de vue, et ne se reverrait jamais, ni n'échangerait de salut amical en se croisant dans la rue. Ah voilà. Tant de possibilités. Ah non, j'en ai pas. En se croisant dans la rue. C'était ce qui arrivait à certaines amitiés de jeunesse, et l'âge n'arrangeait rien à l'affaire. Mais le souvenir persistait malgré tout, étrangement, et cette fille lui apparaissait en rêve,
inchangée, telle qu'elle était lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois en route pour l'école. Cette rêverie particulière, comme d'autres analogues, laissait dans son sillage un résidu de tristesse, non seulement de tristesse, mais de désenchantement pour la façon dont sa vie était organisée, ce petit appartement sombre avec ses voisins inconnus et le plus souvent passagers. Oh là 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 là, maman, tu m'entends? J'avais oublié de mettre mon micro. Oh là 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 là, bah tant pis, hein, on verra bien ce que ça donne. Oui, non mais le micro pour enregistrer, j'avais oublié de le mettre. Bon, écoute, on verra bien, on verra bien. Donc, je continue, je continue. Mon sa vie était organisée, voilà, j'en étais là. Donc, oui, avec ses voisins inconnus et le plus souvent passagers, la légère panique qu'il éprouvait en se réveillant à la perspective d'une nouvelle journée à affronter, une journée de bienveillance consciencieuse envers des gens qu'il ne connaîtrait jamais vraiment et dont il ne se souciait pas vraiment.